Alors, évoquons la situation ici en France. On fera un détour par Marseille où on suivra le déplacement du nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Ah oui, ça on n'en peut plus. Ça, on n'en peut plus. Alors, personnellement, voilà. là, les opérations Place Net et XXL pendant les fêtes, alors c'était une foirade totale. Une opération, j'ai vu notamment à Marseille. Quand il était ministre de l'Intérieur. Il fallait voir les commentaires des Marseillais après le numéro de Macron, de claquette, Macron à Darmanin et tout ça. Enfin, cette affaire est un scandale total. Les gens disaient, et alors maintenant, ils nous laissent tout seuls. Alors, vous, voilà. le Marseillais. Et ça a repris, ça a repris tout de suite, le commerce. C'est-à-dire que la bonne stratégie, c'est évidemment celle de Bruno Retailleau. C'est étonnant d'ailleurs, parce que quand on le disait, nous, les journalistes, on n'était pas crus, mais c'est évident qu'il faut traiter... La France, quand même, elle a réussi quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, un peu aux États-Unis, malgré l'exception de la Nouvelle-Orléans, mais la France a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle déjoue sans arrêt des attentats islamistes. Grâce à nos services de renseignement. Etc., qui travaillent. Bon, il faut renforcer les renseignements et il faut que ce soit traité, ces affaires, par les renseignements, avec évidemment des écoutes téléphoniques, avec de la surveillance, avec des filatures, etc. Mais c'est pas en bombant le torse ces numéros de ministres qui se font leur pub sur le dos de Marseille, d'ailleurs. Pourquoi il va pas à Nantes et pourquoi il va pas ailleurs? Enfin, ça fait des belles images. C'est la 35e fois qu'il y va. Mais ça, c'est honteux et grotesque. Et ça, c'est... Non, mais pour moi, ça me scandalise. Je trouve que, d'ailleurs, Darmanin vaut mieux que ça, c'est évident. Mais s'il continue comme ça, enfin, c'est de la sous-com. C'est vraiment... Il fait du sous-Sarkozy. Enfin, même Sarkozy, ça avait de l'allure. Là, mais c'est minable. Très sévère à l'égard du nouveau garde des Sceaux. Non, mais je trouve qu'il devrait arrêter. Il devrait arrêter, respecter les Français, respecter les Marseillais, ne pas les prendre pour des imbéciles et dire voilà comment on va faire. Mais voilà, qu'ils prennent un peu exemple sur Bruno Retailleau. Vous voyez ? Qu'ils prennent exemple sur Bruno Retailleau. Le message lui fera plaisir. Et on entendra évidemment Gérald Darmanin s'il prend la parole depuis la cité phocéenne. Vous interrogez, vous avez sans doute vous le président de la République et cet exercice traditionnel des vœux du 31 décembre. On titre deux surprises d'Emmanuel Macron. Deux surprises parce qu'il y a eu une forme de mea culpa. Ah oui, ça c'est nouveau. Oui, la dissolution a créé, dit-il, plus de divisions que de solutions. Et oui, il évoque... Il prend sa part, mais sa part, elle est totale. C'est lui qui a pris la décision. C'est sa décision. C'est personne d'autre. Exactement. Enfin, oui, voilà. Et il évoque aussi une possible consultation des Français l'année prochaine. Tout le monde, évidemment, a pensé au référendum. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est une surprise ou finalement, c'est quoi? C'est une petite musique qui revient ça et là, le référendum. Ça fait pas la première fois. Il a fait en 2021, 2022, 2023. Là, voilà, chaque année, il nous annonce un référendum. On sait pas sur quoi. Ça n'a jamais lieu. Ça n'a jamais lieu. Et c'est aussi un truc, je pense qu'il faut qu'il bouge. Il est dans une situation politique où il faut bouger. C'est absolument évident. Et proposer, là, il est encalminé, il faut bien dire. Et donc, il nous sort ça, mais sans trop savoir. Et quand on regarde bien, je ne sais pas trop ce qu'il va faire comme référendum, parce qu'il peut se faire assez facilement un référendum sur la proportionnelle. Techniquement, c'est facile. Enfin, la Constitution s'y prête. Mais c'est minable. Si, avec tous les problèmes qui se posent à la France, on a un référendum sur la proportionnelle, vous vous rendez compte? C'est absolument pas une priorité pour les Français. Évidemment. Bon, la fin de vie, là, constitutionnellement, c'est plus compliqué. Là aussi, ça fait vraiment diversion minable. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste l'immigration, et il n'a pas envie de la faire. Enfin, d'après ce qu'on a lu, en tout cas, ce qui s'est passé ça ne semble pas être dans ça semble pas du tout. Les retraites, c'est pas possible. Il veut pas. Parce qu'il va être désavoué. Et puis les retraites. Ah non, mais les retraites. Attendez. Non seulement il sera désavoué, mais attendez, c'est une catastrophe. Alors là, pour le coup, j'ai pas du tout cru Barnier quand il disait qu'il y aurait une crise financière après son départ, parce que les marchés ne sont pas si stupides. Ils se sont dit, il y en aura un autre, c'est pas grave. En revanche, là, vous aurez vraiment la crise financière. Si on remet en question les retraites, d'ailleurs, les finances de la France sont dans un état absolument lamentable. Donc, de toute façon, il faut s'appeler LFI ou RN pour penser que ça va résoudre des problèmes qui se posent aujourd'hui à la France, avec l'endettement, avec les déficits, etc., de revenir à la situation antérieure sur les retraites. Mais ces gens vivent complètement hors sol. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils ne lisent pas les données, parce qu'ils ne lisent pas la presse économique. Enfin,
vivent dans un monde totalement de fantaisie. C'est Alice au pays des merveilles, quoi. Et déconnecté, dites-vous, mais sur la consultation et le référendum, vous dites, je ne sais pas ce qu'il veut ou peut faire. Quels sujets seraient finalement les bons, selon vous, selon Franz-Olivier Gisbert, pour consulter aujourd'hui les Français, nos compatriotes? Il y a, évidemment, je vois bien, il y a un besoin, il y a besoin de quelque chose, mais bon, il peut mettre le doigt dans un engrenage qui le conduira à partir aussi. C'est un peu compliqué, parce que s'il fait un référendum et que ça se termine par une catastrophe, parce que ça peut... Enfin, les référendums, De Gaulle est parti après le référendum de 69, Chirac est resté après son échec au référendum de 2005, mais dans quel état? Dans quel état? Très affaibli. C'était fini, quoi. Son mandat était absolument terminé. Le sien, Macron, il est terminé aussi. Mais enfin, bon, ça peut, disons, continuer comme ça à peu près, vaille que vaille, jusqu'à la fin. Donc c'est très compliqué, le sujet. Moi, je vois pas le sujet. C'est-à-dire, oui, l'immigration. Ouais. Mais comme il veut pas... Il veut pas, et pour quelle question en oui, fait, enfin, là après il y a le problème de la question, mais bon, le sujet de l'immigration. Après, il va pas faire un référendum sur les finances publiques, qui est un vrai sujet. Moi, je pense que d'ailleurs, je vais vous dire, je pense qu'il devrait faire un peu de pédagogie, parce qu'il va falloir qu'on prenne des décisions. Et il faut préparer le pays, il faut préparer les Français, il faut faire un peu un peu d'enseignement, je dirais d'une certaine manière. C'est le rôle aussi d'un président de la République. C'était de Premier ministre qui ont été très populaires après, je pense, à la fin des années 70, quand Raymond Barre faisait des petites leçons d'économie. Les Français, ça rentrait dans la tête, c'est intéressant. Ouais. C'est pas du tout un peuple... Rendant ça plus concret, finalement. C'est pas un peuple stupide, il faut pas parler aux Français comme si c'était des idiots qui sont là, la bouche ouverte, attendant qu'on leur donne la béquille, quoi. C'est pas vrai. Donc il faut leur dire 1 + 1 = 2, attention, là, on a un peu on a exagéré. Il pourrait faire un mea culpa aussi sur sa gestion des finances publiques. Oui. J'attends celui-là. Ce qu'il n'a pas fait le soir du 31. Parce que l'endettement, monsieur 1200 ou 1300 milliards maintenant, puis je sais pas combien ça va faire à la fin du mandat, enfin tout ça fait un peu peur. Ce qui est intéressant, et je vous donne la parole Nivine, ce que je n'avais pas entendu, c'est le risque en effet qu'il pourrait prendre à convoquer un référendum, si en effet le vote ne lui était pas favorable. Politiquement, en effet, ça pourrait avoir des répercussions cruciales pour lui. C'est pas seulement un problème de vote de oui ou de non, mais imaginez par exemple un référendum, je sais pas, sur la fin de vie. Non, ils sont pas. Enfin, je pense pas qu'ils feraient ça jusque-là. La diversion, c'est trop énorme. Mais disons par exemple la proportionnelle. Mais il peut y avoir énormément d'abstention. Vous voyez, ça peut être aussi une forme de désaveu. Donc c'est très compliqué. L'idée de bouger, bien sûr. Moi, je suis pas président de la République, et puis les conseillers ne sont pas les payeurs, comme disait l'autre. Mais je suis pas président de la République. C'est sûr qu'il a raison de vouloir bouger, mais il faut choisir, la bonne méthode. Est-ce que le référendum est la bonne méthode? J'en suis pas sûr. Ça dépend de son implication aussi, parce qu'il peut très bien poser une question, faire un référendum et se mettre en retrait. Et donc, ça ne sera plus forcément un pour ou contre. C'est pas dans son genre. Oui, mais c'est ce qu'il fera quand même, parce que, je veux dire, même si c'est pas son genre, il se mêlera peut-être des... Mais il est un peu obligé, parce que si c'est un référendum, c'est moi ou le chaos, c'est clair qu'il y a un doute. Et je pense qu'il est possible que les Français choisissent le chaos, quoi. C'est ça, enfin... Oui, il n'y a aucune certitude effectivement... sur le résultat. Et puis le coup de la consultation citoyenne, il a déjà fait. On rappelle le grand débat, quand même, les cahiers de doléances des Français qui ont, pour la plupart, été mis dans des sous-sols, remis dans des sous-sols de préfecture et jamais utilisés, en fait. Donc, Michel Barnier avait dit qu'il voulait les exhumer et les rouvrir, mais c'est vrai que... Les Français sont dupes de ça, qu'on veut les consulter pour prendre des décisions. Donc, en fait, on voit bien, il n'a pas de marge, mais c'est le problème des fins de règne. On est entré dans une fin de règne, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est dans 2 ans et demi, enfin, même pas d'ailleurs. Et c'est ce que vous avez vu, vous avez constaté mardi soir dernier, c'est cette courte vidéo de 2 minutes. Mais c'est pas trop quoi dire. Rappelant les succès de la France. D'habitude, il faisait ses succès. Là, il a eu des succès d'ailleurs. Bravo pour les Jeux Olympiques, bravo pour Notre-Dame, bravo pour la commémoration du débarquement. Enfin, tout ça, c'est parfait quand il organise.
ministre, c'est très bien. C'est un rôle de secrétaire d'État aux monuments, au patrimoine, etc. C'est pas un rôle de président de la République, mais bravo, c'est bien fait. Après, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est comment on gère ce pays. Est-ce qu'on peut continuer à tout laisser filer, à rien contrôler, ni les finances publiques, ni l'immigration, ni rien. C'est l'impression. Et puis en plus, on s'en fout. Il faut arrêter là-dessus. Il faut reprendre les problèmes, essayer de traiter, de prendre les choses en main. Prendre les choses en main. Je pense que c'est ça que les Français veulent, c'est quelqu'un qui prenne les choses en main. Alors après, c'est vrai que c'est très compliqué dans la situation actuelle, comme il n'y a pas de majorité, mais ça c'est la faute à la dissolution, il y a 3 blocs qui sont d'égale importance, donc en attendant la prochaine dissolution qui aura vraisemblablement lieu l'été prochain, c'est-à-dire des élections législatives en septembre, moi je ne vois pas trop qu'est-ce qui peut se passer, à part de la pédagogie, d'expliquer que ça va pas bien, et qu'est-ce qu'on peut faire, et comment faire, et commencer à préparer les Français. Il y a eu quelques petites phrases déjà de François Bayrou là-dessus, sur ce sujet-là. Je vois très bien quand il a dit une phrase très importante, peu relevée d'ailleurs, comme d'habitude, qui est... Comme d'habitude, pourquoi? Comme d'habitude, parce qu'on ne relève pas ce genre de phrases qui sont très importantes, qui est... on ne peut rien faire avec un endettement pareil. Ça, j'ai bien noté. Et on sait à quel point, c'est la première fois François Bayrou, la dette, quelqu'un qui est à la tête, qui a des fonctions très importantes depuis 2017. Bruno Le Maire aussi avait fait entendre une petite musique un peu semblable, par moment, même si on essayait de le faire taire, de lui couper le clapet. Mais je trouve que là, si vous voulez, il y a un début. Et je pense qu'il faut aller plus loin là-dedans, expliquer aux Français, voilà, tout ça, c'est notre argent, c'est notre avenir, nos retraites tout ça, c'est à tout le monde. Et simplement, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut gérer ça? Et en finir, faire taire les démagogues. Parce que la démagogie d'extrême droite et d'extrême gauche, c'est quelque chose qui va, qui conduit à la ruine du pays. C'est tout. On va pas se raconter d'histoire. Effectivement, j'ai une question parce que lorsque le président, lors de ses vœux, dit qu'il allait consulter les Français, on a parlé de 2 méthodes, le référendum, bien évidemment, la consultation citoyenne, mais il y a une 3e voie possible pour que les Français s'expriment, c'est le vote. Est-ce que lorsqu'il dit qu'il va consulter les Français, ça ne veut pas sous-entendre qu'il va y avoir une nouvelle dissolution et que les Français, une nouvelle fois, vont être appelés au vote? Est-ce que vous pensez qu'il va dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée à partir de cet été quand il en aura la possibilité? Et si oui, quand est-ce qu'il le fera? Est-ce que ce serait stratégique pour lui aujourd'hui de dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée nationale et d'appeler à nouveau les Français à voter? Je vois, au sommet de l'État aujourd'hui, c'est vrai de François Bayrou aussi, parce qu'on est dans une forme de cohabitation aujourd'hui entre les deux, mais on voit bien que c'est le même discours, c'est-à-dire c'est normal, ils font comme si ça allait continuer. Je ne vois pas techniquement comment c'est possible de ne pas dissoudre, parce que de toute façon... Vous avez l'air très affirmatif sur ce point, vous dites... En juillet, il n'aura pas le choix. On n'a pas de gouvernement. Il y a des ministres, mais qu'est-ce qu'ils font ces ministres, les pauvres? De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Donc voilà, il y a des tas de problèmes qui se posent à la France aujourd'hui. Je ne sais pas si vous regardez, et il n'y a pas que Darmanin. Il y a aussi, par exemple, ce qui se passe à l'éducation nationale. Il y a beaucoup de choses. Il y a des décisions à prendre. Mayotte aussi. Et puis il y a des réformes à faire. Je ne parle pas de petites lois pour que le ministre en question ou le député du coin ait son nom dans une loi. Je parle de vraies réformes à faire. Je pense il y a vraiment 1000 sujets. On va commencer à les énumérer. Bien sûr. Tous les Français le savent. Et vous dites, sur les finances publiques, ça fait très peur. Ce sont vos mots. Est-ce qu'avec le gouvernement... Si on continue comme ça... De toute façon, on va payer. Là, on est en danger. On est le mouton noir de l'Europe. C'est clair, vous regardez, on a des chiffres du commerce extérieur. Là, on n'a pas encore les chiffres de l'année 2024, mais enfin, on les connaît dans très peu de temps. Ça va encore faire froid dans le dos. On va dire que c'était mieux que l'année d'avant. Mais enfin, l'année d'avant, quand on était il y a 2 ans à 100 milliards, plus de 100 milliards, Et on emprunte aussi, je parle sous votre contrôle, Claire, un taux très très haut, le plus haut peut-être presque. Pas encore. Non, pas encore très haut. Non, on a une chance, on est la France. Et il y a ce mot, vous savez... Il y a une crédibilité quand même. Too big to fail, c'est trop gros pour tomber. C'est cette expression américaine qu'on emploie souvent sur les marchés. Ils nous aiment bien, on voit bien, les agences de notation sont très complaisantes. On serait un pays comme le Portugal, ou comme ça a été le cas de la Grèce, ou je sais pas, ou la Pologne, on en aurait pris déjà plein la figure.
Non, ils ne veulent pas, parce qu'ils savent très bien que c'est un jeu de domino, et que si ils s'attaquent, de toute façon, les notations, ça va commencer à baisser, les agences de notation, ils vont nous baisser maintenant à chaque fois. Moody's a commencé, puis vous allez voir, à chaque fois, ils gratouillent, ça va suivre, ils gratouillent, etc. Mais là, nous, c'est vrai que ça posera un problème, y compris d'ailleurs à l'Allemagne, à tout le monde. Tout ça est un château de cartes. Donc, je vois, les agences de notation sont, je ne dis pas complaisantes, c'est pas tout à fait le mot qu'il faut employer, mais elles font attention, et elles ont raison. Parce qu'on est la France. Parce qu'on est la France, on tient encore. Mais nous sommes le mouton noir, et d'ailleurs, regardez comment les pays européens parlent de nous. Je veux dire, il y avait les moutons noirs avant, différents. Regardez, l'Italie se redresse. Il y a quelque chose, il y a un phénomène, on voit bien. Le 4e exportateur mondial, etc. Nous, si on avait des chiffres comme ça, on serait content. Olivier Gisbert, ça passe trop vite le temps avec vous, et on arrive à la fin de cet entretien. Peut-être, est-ce que François Bayrou peut tenir un peu plus longtemps que Michel Barnier? Vous faites les paris, vous dites oui, vous dites non? Je pense que c'est très très dur. Je pense qu'il a des qualités éminentes. Et quand on voit la constitution du gouvernement, il a fait le contraire de Michel Barnier. Je pense qu'il avait raison. Il a pris des grosses têtes. Des grosses têtes et des gens qui tiennent, des poids lourds. Et c'est dur à gérer parce que la bagarre Darmanin-Retailleau, ça, il n'a pas fini avec ça. Il n'a pas fini, en effet. Mais je pense que c'est plus intelligent parce que dans cette période, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut avoir des gens qui tiennent. Voilà. Merci infiniment, François. Et pas des ectoplasmes. Et pas des ectoplasmes. Le message est passé. Merci d'avoir été avec nous ce jeudi. Auteur de Histoire intime de la 5e République aux éditions Gallimard. Merci infiniment de votre regard aiguisé sur l'actualité.